Salut à vous frères d'armes. Aujourd'hui sur Stratégos, nous nous plongeons dans la légende d'un stratège sans pareil, un empereur qui redéfinit l'Europe. Voici la biographie et le documentaire de Napoléon Bonaparte, de ses humbles origines au sommet du pouvoir. Nous explorerons le génie militaire, l'ambition démesurée et l'impact durable de son héritage. Si la stratégie et les grands meneurs d'hommes vous fascinent, laissez un like, commentez ce que vous en pensez, partagez cette vidéo et abonnez-vous à Stratégos. Car comme il l'affirma lui-même, la victoire appartient aux plus persévérants. En avant. Partie 1. Jeunesse, formation et premiers pas. Le 15 août 1769, sur l'île escarpée et fière de Corse, naquit un enfant dont le nom résonnerait à travers les siècles. Napoléon dit Bonaparte. Sa venue au monde eut lieu à un moment de profonde transition. À peine quelques mois auparavant, la République de Gênes avait cédé la souveraineté de l'île à la France. Napoléon naquit donc citoyen français, un tournant du destin qui marquerait toute son existence. Il appartenait à la famille Bonaparte, une lignée de la noblesse locale, corse aux racines toscanes, mais de modeste fortune. Son père, l'avocat Charles Bonaparte, était un homme pragmatique qui sut naviguer dans les eaux politiques troubles, assurant une place pour sa famille dans la nouvelle administration française. Cependant, l'influence la plus profonde et la plus durable sur le caractère du jeune Napoléon fut sa mère, la formidable et austère Laetitia Ramolino, qui lui inculqua un sens de fer de la discipline, de l'honneur et du devoir familial. Le destin de Napoléon n'était pas en Corse. Grâce aux relations de son père, il fut envoyé à l'âge de 9 ans en France continentale pour recevoir une éducation qui lui aurait été autrement inaccessible. Il intégra l'école royale militaire de Brienne-le-Château, un monde complètement étranger pour le jeune Corse. Là, il livra ses premières batailles, non pas sur le terrain, mais dans les salles de classe et les cours de récréation. Ses camarades, fils de l'aristocratie française, se moquèrent de son fort accent italien, de son nom exotique et de ses origines humbles. Cet isolement forgea en lui un caractère solitaire, orgueilleux et férocement compétitif. Il se réfugia dans les livres, excellant en mathématiques, en géométrie et en géographie, des sciences qui jetteraient les bases de son futur génie militaire. En 1784, son excellence académique lui ouvrit les portes de la prestigieuse École royale militaire de Paris, le summum de la formation militaire en France. Pendant que Napoléon devenait officier, la France se précipitait vers l'abîme. La monarchie absolue vacillait sous le poids de l'injustice sociale et de la faillite économique. En 1789, l'éclatement de la Révolution française changea le cours de l'histoire et, avec lui, le destin de Napoléon. La prise de la Bastille et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen démolirent l'ordre ancien. Pour un jeune officier de province, sans lignage illustre ni fortune, la Révolution fut une opportunité sans précédent. Les vieilles règles qui privilégiaient la naissance au talent volèrent en éclats. L'armée, purgée de nombre de ses officiers aristocrates qui s'enfuirent en exil, devint un terrain fertile pour l'ascension basée purement sur le mérite. Napoléon, avec son ambition démesurée et sa solide formation, était prêt pour l'occasion. Son premier grand moment arriva en 1793. La ville portuaire de Toulon, une enclave stratégique en Méditerranée, s'était rebellée contre le gouvernement révolutionnaire et avait ouvert ses portes à une flotte britannique et espagnole. Le jeune capitaine Bonaparte, à la tête de l'artillerie de l'armée républicaine, vit la faiblesse cruciale dans les défenses ennemies. Avec une audace et une vision stratégique qui stupéfièrent ses supérieurs, il conçut un plan brillant. Au lieu d'un assaut frontal, il concentra ses canons sur une position élevée qui dominait le port, rendant la position de la flotte ennemie intenable. Il dirigea personnellement l'assaut sous un feu intense, étant blessé au cours de l'action, mais son plan fonctionna à la perfection. La flotte anglo-espagnole fut contrainte de se retirer et Toulon tomba. La victoire fut un triomphe retentissant pour la République et pour Napoléon. En récompense de son rôle décisif, à seulement 24 ans, il fut promu de capitaine à général de brigade. Durant cette période trouble, Napoléon navigua avec astuce dans les dangereux courants politiques de la Révolution. Il s'aligna sur la faction la plus radicale, les Jacobins, dirigés par Maximilien Robespierre, dont le frère cadet, Augustin, devint son ami et protecteur. Cette loyauté au régime de la Terreur était autant idéologique que pragmatique.
les Jacobins représentèrent la défense la plus fervente de la République contre ses ennemis intérieurs et extérieurs. Cependant, sa connexion avec les Robespierre faillit lui coûter sa carrière et sa vie. Lorsque la terreur se consuma d'elle-même et que les Robespierre furent renversés et guillotinés en juillet 1794, Napoléon fut arrêté pour son association avec eux. Ce fut un moment critique, mais sa valeur en tant que militaire était déjà trop évidente pour être écartée. Libéré après quelques semaines, le jeune général avait appris une leçon cruciale sur la nature volatile du pouvoir, une leçon qu'il appliquerait dans sa propre et fulgurante ascension vers le sommet. Partie 2. L'ascension au pouvoir et la campagne d'Italie. Après la chute des Jacobins, la France plongea dans le chaos et la corruption du Directoire. Un gouvernement faible et divisé qui luttait pour maintenir à flot les idéaux de la Révolution. Dans ce scénario d'instabilité, le jeune général Bonaparte, dont la réputation ne cessait de grandir, devint une figure indispensable. En 1796, le Directoire, désireux d'éloigner l'ambitieux général de Paris, lui confia une mission qui semblait secondaire, le commandement de l'armée d'Italie. C'était un front oublié, une armée mal équipée, affamée et démoralisée. Cependant, pour Napoléon, ce fut la toile sur laquelle il peindrait son premier chef-d'œuvre. Avec une énergie surhumaine, il transforma cette bande de va-nu-pieds en une force de combat imparable. « Soldats, leur proclama-t-il, vous êtes nus, mal nourris. Je vous mènerai dans les plus fertiles plaines du monde. » Et il tint sa promesse. Ce qui suivit fut une campagne militaire qui est encore étudiée dans les académies militaires du monde entier. À une vitesse vertigineuse, il traversa les Alpes et s'abattit sur les forces autrichiennes et piémontaises. Ses victoires se succédèrent à une cadence étonnante. Lodi, où il gagna le surnom de Petit Caporal en menant ses hommes depuis le front. Arcole, où il traversa un pont sous un feu meurtrier, le drapeau à la main. Et Rivoli, une leçon magistrale de tactique qui scella le sort de l'Autriche en Italie. Napoléon ne se contentait pas de vaincre, il humiliait les armées des vieilles monarchies européennes. Sa stratégie était une combinaison de vitesse, de surprise et d'une concentration écrasante de force au point décisif. En 1797, comme s'il était un chef d'État, il négocia et signa personnellement le traité de Campo Formio avec l'Autriche, redessinant la carte de l'Italie à sa guise, et envoyant à Paris des trésors et des œuvres d'art qui éblouirent la nation. Il n'était plus seulement un général, il était un conquérant, un chef charismatique dont la légende était acclamée par le peuple et vénérée par ses soldats qui le suivaient avec une loyauté fanatique. De retour en France, sa popularité était une menace pour le Directoire. Une fois de plus, ils avaient besoin de l'éloigner. On lui proposa une entreprise encore plus audacieuse et exotique, une expédition en Égypte. L'objectif stratégique était double. Couper la route britannique vers l'Inde, sa colonie la plus précieuse, et établir une base française en Méditerranée orientale. En 1798, à la tête d'une armée et accompagné d'une légion de scientifiques, d'ingénieurs et d'artistes, Napoléon mit le cap sur les sables d'Égypte. La campagne commença par un succès retentissant. Après avoir pris Malte, il débarqua près d'Alexandrie et marcha sur le Caire. Aux abords de la ville, à l'ombre des monuments millénaires, il affronta l'armée des Mamelouks lors de la célèbre bataille des Pyramides. « Soldats », harangua-t-il ses troupes, du haut de ces pyramides, 40 siècles d'histoire vous contemplent. La discipline et la puissance de feu de ces formations en carré anéantirent la cavalerie mamelouk, et le Caire tomba entre ses mains. Mais la gloire tourna au désastre. Tandis que Napoléon consolidait son pouvoir à terre, la flotte française qui l'avait transporté, ancrée dans la baie d'Aboukir, fut surprise et anéantie par l'escadre britannique sous le commandement de l'amiral Horatio Nelson lors de la bataille du Nil. La destruction de sa flotte fut un coup dévastateur. Du jour au lendemain, l'armée française en Égypte se retrouva isolée, piégée entre une mer contrôlée par l'ennemi et un désert hostile. Bien que Napoléon tentât de poursuivre la campagne en Syrie, l'expédition était condamnée. En recevant des nouvelles que la situation politique en France était insoutenable et qu'une nouvelle coalition de puissances européennes menaçait les frontières, Napoléon prit une décision drastique. Il abandonna son armée en Égypte
et déjouant le blocus britannique, rentra secrètement en France. Il arriva à Paris en octobre 1799 et fut accueilli comme un sauveur. La nation était lasse de la corruption du Directoire, de l'instabilité économique et des défaites militaires. Le vide du pouvoir était palpable. Napoléon, avec le soutien de politiciens influents comme Sieyès et son propre frère, Lucien Bonaparte, qui était président du Conseil des 500, vit sa chance. Le 9 novembre 1799, date qui correspondait au 18 Brumaire dans le calendrier révolutionnaire, il exécuta un audacieux coup d'État. Par une combinaison d'intrigues politiques et d'intimidation des troupes qui lui étaient loyales, il dissolut le Directoire. Le lendemain, il fit irruption dans l'Assemblée législative, et bien qu'initialement accueilli avec hostilité, l'intervention des grenadiers de son armée dissipa tout doute sur qui détenait désormais le contrôle. Le pouvoir entre ses mains, la constitution existante fut abolie, et un nouveau régime fut établi, le consulat. Napoléon fut nommé premier consul, concentrant en sa personne la quasi-totalité du pouvoir exécutif. La révolution était terminée. L'ère de Napoléon venait de commencer. Partie 3. Consulat et premières années de l'Empire. Après le coup d'État de Brumaire, le chaos de la Révolution laissa place à l'ère de l'ordre. En tant que premier consul de la République française, Napoléon détenait un pouvoir dictatorial, mais il l'exerça avec une vision et une énergie qui transformeraient la France à jamais. Il mit temporairement de côté le rôle de général pour devenir un législateur infatigable, un architecte de l'État moderne. Son objectif était de consolider les acquis de la Révolution. Égalité devant la loi, abolition des privilèges féodaux, mais en la purgeant de l'instabilité et de la terreur. Sa réalisation la plus durable fut la création du Code civil en 1804, universellement connu sous le nom de Code Napoléon. Ce monumental corps législatif unifia les lois françaises disparates en un texte unique, clair et accessible, qui garantissait les droits de propriété, la liberté individuelle et l'égalité juridique. Son influence fut si profonde qu'il devint la base des systèmes juridiques d'une grande partie de l'Europe et du monde. Mais son flot réformateur ne s'arrêta pas là. Pour stabiliser une économie en ruine, il fonda la Banque de France, qui monopolisa l'émission de monnaie et contrôla l'inflation. Il réorganisa entièrement l'administration du pays, créant la figure des préfets, délégués directs du gouvernement central dans chaque département, assurant ainsi un contrôle de fer sur tout le territoire. Il transforma le système éducatif avec la création des lycées, des écoles secondaires d'élite destinées à former les futurs dirigeants de la nation, tant civils que militaires. Et dans un acte de pragmatisme magistral, il chercha la réconciliation avec l'Église catholique, profondément blessée par la Révolution. Avec la signature du Concordat de 1801 avec le pape Pie VII, il reconnut le catholicisme comme la religion de la grande majorité des Français, restaurant la paix religieuse en échange de la renonciation par l'Église aux terres expropriées et de l'acceptation de la supervision de l'État. Napoléon pacifiait et reconstruisait la France depuis ses fondations. Tandis qu'il réformait la France, la guerre en Europe continuait sans trêve. L'Autriche, sentant la faiblesse de la France après le désastre d'Égypte, avait rouvert les hostilités. En 1800, Napoléon démontra à nouveau son génie militaire. Dans l'une de ses campagnes les plus audacieuses, il traversa de nouveau les Alpes avec son armée, émulant Hannibal, et surprit les Autrichiens en Italie. La victoire décisive et âprement disputée à la bataille de Marengo, suivie par le triomphe du général Moreau à Hohenlinden, obligea l'Autriche à demander la paix, consolidant le pouvoir du consulat et réaffirmant la domination française sur l'Italie et l'Allemagne. Pendant une brève période, l'Europe connut la paix, mais c'était un calme tendu, le prélude à une tempête encore plus grande. La paix ne pouvait durer tant que le pouvoir de Napoléon grandissait de manière exponentielle. Son autorité en France était absolue, et son influence sur le reste de l'Europe s'étendait sans cesse. Les monarchies européennes, menées par une Grande-Bretagne implacable, le voyaient comme l'incarnation de la menace révolutionnaire. En 1805, la troisième coalition fut formée, unissant la Grande-Bretagne, l'Autriche et la Russie dans une tentative désespérée de le renverser. Napoléon, qui préparait une invasion de l'Angleterre, fit pivoter sa grande armée avec une vitesse stupéfiante et marcha vers le cœur de l'Europe. Le 2 décembre 1805,
près d'un petit village morave nommé Austerlitz, au premier anniversaire de son couronnement, Napoléon livra ce qui est considéré comme son chef-d'œuvre tactique. Trompant les armées austro-russes, il les attira dans un piège et les anéantit. La victoire fut si écrasante que la troisième coalition se désintégra. Austerlitz ne fut pas seulement une bataille, ce fut la confirmation de Napoléon comme le maître militaire incontesté du continent. Son pouvoir militaire allait de pair avec son ambition politique. Le titre de premier consul ne suffisait plus à contenir son ego et sa vision d'avenir. La France, raisonnait-il, avait besoin d'une dynastie pour assurer la stabilité et perpétuer ses réalisations. En 1804, après un plébiscite populaire, le Sénat proclama la naissance de l'Empire français et déclara Napoléon Bonaparte son premier empereur. L'acte final de cette métamorphose eut lieu le 2 décembre 1804 dans la majestueuse cathédrale Notre-Dame de Paris. Lors d'une cérémonie somptueuse, conçue pour évoquer la gloire de Charlemagne et des Césars romains, et avec le pape Pie VII comme spectateur réticent, Napoléon se livra à un acte d'un symbolisme inoubliable. Au moment culminant, il prit la couronne des mains du pape et dans un geste de suprême auto-affirmation, la plaça lui-même sur sa tête. Aussitôt après, il couronna son épouse Joséphine comme impératrice. Le message était sans équivoque. Son pouvoir ne venait ni de Dieu ni de l'Église, mais de lui-même et de ses propres exploits. Le petit caporal de Corse était désormais Napoléon Ier, empereur des Français, et son ambition ne connaissait plus d'autre limite que celle du continent lui-même. Partie 4. L'apogée de l'Empire et l'invasion de la Russie. Après le chef-d'œuvre d'Austerlitz, Napoléon devint l'arbitre de l'Europe. Durant les 2 années qui suivirent, sa grande armée se déplaça comme un rouleau compresseur à travers le continent, écrasant les anciennes puissances dans une série de victoires légendaires qui redéfinirent l'art de la guerre. En 1806, lors de la double bataille d'Iéna-Auerstedt, il humilia la formidable armée prussienne en une seule journée, occupant Berlin quelques semaines plus tard. En 1807, il affronta la puissance de l'Empire russe dans la sanglante bataille de Friedland. Une victoire si décisive qu'elle obligea le tsar Alexandre Ier à demander la paix. À chaque triomphe, la carte de l'Europe se transformait sous sa volonté. Il décréta la dissolution du millénaire Saint-Empire romain germanique, une relique du passé médiéval, et créa à sa place la Confédération du Rhin, un ensemble d'États allemands sous sa protection. Pour asphyxier son dernier et plus tenace ennemi, la Grande-Bretagne, il imposa le blocus continental, un embargo commercial à l'échelle du continent qui interdisait à toute nation de commercer avec les Britanniques. De Lisbonne à Varsovie, sa parole faisait loi. Il plaça ses frères et ses maréchaux sur les trônes des nations conquises, tissant un réseau dynastique qui assurait sa domination. Il était le nouveau Charlemagne, l'empereur d'un domaine qui s'étendait sur presque toute l'Europe. Mais au sommet de sa puissance, il commit une erreur de calcul qui allait ouvrir une blessure saignante dans son empire. En 1808, sous le prétexte de renforcer le blocus continental, ses troupes envahirent l'Espagne, un pays théoriquement allié. Napoléon, méprisant la capacité de résistance du peuple espagnol et la faiblesse de sa monarchie, força l'abdication du roi Charles IV et de son fils Ferdinand VII, et à leur place, proclama son propre frère Joseph Bonaparte, roi d'Espagne. Ce fut un affront que le fier peuple espagnol ne tolérerait pas. Ce que Napoléon espérait être un simple changement de régime se transforma en un soulèvement national. Le résultat fut la guerre d'indépendance, un conflit brutal et usant qu'il appellerait lui-même le ulcère espagnol. Pour la première fois, son armée n'affrontait pas une autre armée régulière, mais un ennemi invisible et omniprésent, la guérilla. Paysans, prêtres et simples citoyens se lancèrent dans une lutte féroce, tendant des embuscades aux convois et massacrant les garnisons. Au même moment, une armée expéditionnaire britannique, sous le commandement du brillant et tenace Arthur Wellesley, futur duc de Wellington, débarqua au Portugal, fournissant un soutien militaire conventionnel à la résistance. La guerre dans la péninsule se transforma en un bourbier qui consuma des centaines de milliers de soldats et des ressources précieuses, un front qu'il ne put jamais entièrement fermer. Malgré la saignée espagnole, l'ambition de Napoléon ne connaissait toujours pas de limite. Sa relation avec le tsar Alexandre Ier de Russie, forgée lors de la paix de Tilsit, s'était détériorée.
Le tsar répugnait à appliquer le blocus continental qui asphyxiait l'économie russe et voyait avec méfiance l'hégémonie française croissante. Napoléon, convaincu que seule une défaite militaire décisive soumettrait la Russie une bonne fois pour toutes, prit la décision la plus fatidique de sa vie, l'invasion. Durant l'été de 1812, il rassembla la plus grande armée que l'Europe eût jamais vue, la Grande Armée, une force de plus de 600 000 hommes provenant de 20 nations et traversa le fleuve Niémen en territoire russe. La campagne fut un cauchemar logistique dès le début. L'armée russe, sous le commandement de Barclay de Tolly et de Kutuzov, évita une bataille décisive, appliquant une stratégie de la terre brûlée et se retirant vers les vastes profondeurs de la Russie, obligeant la Grande Armée à étirer ses lignes de ravitaillement jusqu'à la limite. Napoléon, cherchant désespérément le coup de grâce, atteignit finalement l'armée russe à Borodino, aux portes de Moscou. La bataille fut l'un des jours les plus sanglants des guerres napoléoniennes. Une terrible boucherie qui, bien que tactiquement une victoire française, ne détruisit pas l'armée russe. Une semaine plus tard, Napoléon entra dans Moscou, mais y trouva une ville fantôme, vidée de ses habitants, et peu après, consumée par les flammes d'incendie volontaires. Il s'attendait à ce que la prise de la capitale force la reddition du tsar, mais Alexandre garda le silence. Sans possibilité de ravitaillement et avec l'arrivée imminente du redouté hiver russe, Napoléon n'eut d'autre choix que d'ordonner la retraite. Ce fut le commencement de la fin. Assaillie par le froid glacial, la faim et le harcèlement constant des Cosaques, la Grande Armée, autrefois invincible, se désintégra. Sur les plus de 600 000 hommes qui avaient envahi la Russie, à peine quelques dizaines de milliers parvinrent à rentrer. Ce ne fut pas seulement une défaite militaire, ce fut un cataclysme qui brisa le mythe de l'invincibilité de Napoléon et marqua le début de sa chute. Partie 5. Le déclin et la chute. Le désastre dans les plaines gelées de Russie fut le signal que les puissances européennes attendaient. Le mythe de l'invincibilité de Napoléon avait volé en éclats. En 1813, la Prusse, l'Autriche, la Suède et la Russie, financées par l'or britannique, s'unirent au sein d'une formidable 6e coalition, déterminée à en finir une bonne fois pour toutes avec la domination française. Napoléon, avec une énergie prodigieuse, leva une nouvelle armée. Mais elle était composée en grande partie de jeunes recrues inexpérimentés, une ombre de sa vétérane Grande Armée. L'affrontement décisif eut lieu en octobre 1813 près de la ville allemande de Leipzig. Lors de la colossale bataille des Nations, la plus grande d'Europe jusqu'à la Première Guerre mondiale, Napoléon fut écrasé par la supériorité numérique écrasante des armées alliées. La défaite fut totale. Contraint de se retirer au-delà du Rhin, son contrôle sur l'Allemagne s'évanouit. Le ulcère espagnol continuait de saigner ses forces dans le sud, et désormais, les armées de toute l'Europe convergeaient sur la France elle-même. Malgré une brillante campagne défensive sur le sol français en 1814, où il démontra une fois de plus son génie tactique, la situation était intenable. Alors que les armées alliées entraient dans Paris, ses propres maréchaux, épuisés par des décennies de guerre, le pressèrent de renoncer. Le 6 avril 1814, au château de Fontainebleau, l'empereur Napoléon Ier abdiqua sans condition. Les puissances victorieuses, dans un geste de respect pour son ancienne grandeur, lui accordèrent la souveraineté de la petite île d'Elbe, sur la côte italienne, où il fut exilé. Il semblait que l'ère napoléonienne était parvenue à une fin humble et définitive. Mais l'aigle ne pouvait être mis en cage bien longtemps. Tandis qu'en France, la monarchie des Bourbons restaurée s'attirait rapidement l'impopularité du peuple et de l'armée, Napoléon observait et attendait depuis l'île d'Elbe. Moins d'un an après son exil, le 1er mars 1815, il orchestra l'un des retours les plus audacieux de l'histoire. Il débarqua sur la côte française avec à peine 1 millier d'hommes et commença à marcher sur Paris. Les troupes que le roi envoya pour l'arrêter, en le voyant, rompirent les rangs et, au cri de « Vive l'empereur !», se rallièrent à sa cause. Son avancée se transforma en une procession triomphale. Le 20 mars, il entra dans Paris sans tirer un seul coup de feu, donnant ainsi le coup d'envoi à la période connue sous le nom des 100 jours.
Les puissances européennes, réunies au Congrès de Vienne, réagirent en le déclarant « ennemi et perturbateur du repos du monde » et mobilisèrent leurs armées pour la confrontation finale. Le destin de l'Europe allait se décider en une seule et unique bataille. Le 18 juin 1815, près d'un petit village belge nommé Waterloo, l'armée de Napoléon affronta les forces alliées composées de Britanniques, de Hollandais et d'Allemands, sous le commandement du duc de Wellington, ainsi que l'armée prussienne, commandée par le maréchal Blücher. Après une journée de combat brutal et acharné, la résistance tenace des troupes de Wellington et l'arrivée cruciale des Prussiens sur le flanc français scellèrent la défaite de Napoléon. La garde impériale, son unité d'élite, fut anéantie dans une dernière et héroïque charge. La bataille de Waterloo fut la fin. Il abdiqua pour la seconde et dernière fois et se rendit aux Britanniques, qui cette fois ne prendraient aucun risque. L'exil final de Napoléon fut Sainte-Hélène, une île volcanique lointaine et désolée au milieu de l'Atlantique Sud, à des milliers de kilomètres de tout. C'est là, sous la surveillance stricte de ces geôliers britanniques, qu'il passerait les 6 dernières années de sa vie. Son existence devint une routine monotone consistant à dicter ses mémoires, lire, se promener et réfléchir à son incroyable vie. Dans ses conversations et ses écrits, il livra sa dernière campagne, celle visant à façonner son propre héritage pour la postérité. Il se présenta non comme un tyran, mais comme l'héritier de la Révolution, un défenseur de la liberté qui avait été écrasé par les vieilles monarchies réactionnaires. Sa santé, minée par le climat insalubre et possiblement par un cancer de l'estomac, se détériora rapidement. Le 5 mai 1821, à l'âge de 51 ans, Napoléon Bonaparte mourut. Ses dernières paroles, selon les témoins, furent « La France, l'armée, tête d'armée, Joséphine ». Sa mort n'éteignit pas sa légende. Au contraire, elle la rendit immortelle. Napoléon Bonaparte a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire. En tant que chef militaire, son génie est indiscutable. Ses campagnes ont changé l'art de la guerre à jamais. En tant que réformateur, ses réalisations, en particulier le Code Napoléon, ont jeté les bases de l'État moderne en France et au-delà. Il fut un despote éclairé, un homme d'une ambition sans limite, dont la soif de pouvoir plongea l'Europe dans près de 2 décennies de guerre et causa des millions de morts. Mais il fut aussi le véhicule qui propagea les idées de la Révolution française. Égalité devant la loi, méritocratie, rationalisme, à travers tout le continent, balayant sur son passage les vestiges de la féodalité. Aimé et haï, tyran et libérateur, bâtisseur et destructeur, sa figure reste l'une des plus fascinantes et complexes de l'histoire. Un homme qui, sorti de nulle part, a redessiné la carte de l'Europe et est devenu l'architecte d'une nouvelle ère. Merci beaucoup d'être arrivé jusqu'ici. Ne partez pas sans laisser un bon like, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et partager la vidéo pour toucher plus de monde et que ce projet puisse continuer à grandir. À la prochaine, frères d'armes.